2019, il y a un accident au Mali entre 2 hélicos. J'ai pas pu repartir parce que ça a vraiment été un choc émotionnel déjà incontrôlé, pas maîtrisé, pas prévu. La prise d'initiative, la remise en question, tu te reposes jamais sur tes lauriers et tu avances. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Reconversion produit par le Studio 29. Aujourd'hui, j'accueille Thomas Rigaud, ancien pilote d'hélicoptère de combat et entrepreneur dans l'immobilier. Après son premier investissement à 23 ans, il cofonde Evermind avec Emeline Siron, une entreprise 100% digitale dédiée à la formation en immobilier. Son parcours montre comment des compétences acquises dans un domaine très différent peuvent mener au succès entrepreneurial. Prêt à découvrir son histoire inspirante ? C'est parti. Salut Thomas. Salut Julien. Bienvenue dans mon podcast Objectif Reconversion. Bon, pour petite confidence, j'ai reçu ton associé, Emeline Siron, il y a quelques semaines maintenant. Et on m'a soufflé ton nom parce que toi aussi, visiblement, tu as un parcours assez atypique. Ce que je te propose déjà, c'est en quelques mots de te présenter et qui tu es aujourd'hui, ce que tu fais actuellement. Déjà, je te remercie pour l'invitation, ça fait Avec très plaisir. Alors, je m'appelle donc Thomas, j'ai 32 ans, j'habite dans le sud de la France. Et c'est vrai que comme tu as dit, j'ai une histoire un petit peu atypique parce que j'ai 2 vies. Du moins, j'en ai eu une première où j'ai été pilote d'hélicoptère de combat dans l'armée. Donc, j'ai fait les grandes écoles et notamment Saint-Cyr et j'ai fini chef de patrouille Tigre. J'ai fait pas mal d'opérations, voilà. Et la deuxième vie, c'est celle qui a commencé à peu près au Covid où j'ai créé une société de formation en immobilier en ligne qui s'appelle Evermind Formation. Et aujourd'hui, je suis associé donc avec Emeline que tu as croisée dans cette structure. Et l'objectif, donc, c'est de démocratiser l'investissement des particuliers. C'est vraiment de former les gens qui veulent investir en immobilier, locatif, achat-revente, automatisation de ces tâches, et qui veulent le faire correctement, avec rentabilité, et pourquoi pas améliorer leur vie et gagner plus. Justement, on va revenir sur tout ce parcours-là. Déjà, on a un bon teasing quand même, parce qu'entre pilote d'hélicoptère de combat et donc maintenant Evermind, forcément, il y a dû y avoir des étapes et des changements dans ta vie. Ce que je te propose, donc, on va revenir un peu en arrière. Explique-nous un peu ton cursus scolaire. Justement, quelles étapes tu as eues et comment ça a avancé tout ça? Alors c'est assez simple à comprendre parce que pour être officier, parce que j'étais donc officier dans l'armée de terre, pilote d'hélico dans l'armée de terre, souvent les gens ne comprennent pas trop, ils se disent c'est plus dans l'armée de l'air. Ouais. En fait, il y a des hélicos dans les 3 armées, armée de l'air, armée de terre et dans la marine. Mais la majorité des hélicos se trouvent dans l'armée de terre parce que c'est l'armée qui est plus proche des soldats. Okay. Donc c'est celle qui détient la compétence de l'appui aux troupes au sol. Donc, bac. À l'issue du bac, prépa scientifique, maths sup, maths spé, que j'ai fait au lycée militaire d'Aix-en-Provence. Okay. Mes 2 meilleures années de ma vie. Vraiment, c'était génial. On le voit dans ton regard. C'était génial. C'était vraiment génial. Et au moins, j'ai pu voir si le monde de l'armée me convenait. T'as toujours voulu être dans l'armée ? Tu le sais assez vite ou... Tu le sais, je pense au lycée à peu près. Okay. Où là, je me dis, je veux pas forcément travailler dans un bureau. C'est ce qui va être paradoxal avec ce que je fais aujourd'hui. Là. Tu vas voir, mais je pense qu'on a plusieurs phases dans la vie. C'est ça. C'est bon. Et je me suis dit, j'ai envie de quelque chose qui bouge. Et je me suis dit, je veux aller dans l'armée. Voilà. Et t'avais des exemples dans ta famille, non, dans ton ma entourage? famille, j'ai vraiment 0 exemple de militaire. Okay. 0 exemple de pilote, rien du tout. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant, mais c'est quelque chose qui est arrivé, qui s'est affermi avec le temps, avec les rencontres que je faisais, avec les meetings aériens auxquels j'allais. Okay. Et naturellement, je me suis dit, je me suis laissé à rêver d'être pilote de combat, quoi. Et donc là, tu arrives, donc bac S, maths sup, maths spé, dans ton lycée. Maths sup, maths spé, lycée militaire. Et là, je présente les écoles d'officiers des armées, école de l'air, Saint-Cyr, et l'école navale. Et j'intègre Saint-Cyr. Voilà. J'intègre Saint-Cyr avec mes meilleurs amis qui viennent avec moi, donc c'est parfait. Et Saint-Cyr, Saint-Cyr te donne un diplôme d'ingénieur. Okay. Voilà, donc en fait, on sort avec bac plus 5, en équivalent, si tu veux, civil. Et à l'issue de Saint-Cyr, donc après le défilé d'ailleurs du 14 juillet que j'ai fait aussi, okay. Super fier. À l'issue de ce défilé, tu choisis en fait ta spécialité. D'accord. Et moi j'avais passé les tests de pilote et je savais que je pouvais choisir les pilotes puisque j'avais réussi les tests. Maintenant, est-ce que j'étais classé
correctement dans la promo pour pouvoir le choisir. Et c'est quoi? C'est exactement le même principe que les écoles, c'est-à-dire que mieux t'es classé, pareil, mieux ouais. tu choisis. C'est exactement T'es ça. le premier à choisir. Tu as un classement, le premier choisi. Et ainsi Il y a de suite. plusieurs spécialités à Saint-Cyr. Donc, tu as la gendarmerie, l'infanterie, les véhicules, donc la cavalerie, le génie, le transport, enfin, voilà, toutes les armes de l'armée. Ok. Et les hélicos. Donc, c'est l'aviation légère de l'armée de terre, la LAT. Et donc, je choisis la LAT. Donc, j'arrive à choisir la LAT. Super content. Et puis là, du coup, je recontinue les études parce que là, tout commence en fait. Ouais, là, tu apprends vraiment la Et là, spécialité. j'apprends vraiment la spécialité. Là, tu peux me dire, ouais, mais est-ce que tu avais déjà, tu sais, peut-être piloté, est-ce qu'il y avait des trucs? Alors, moi, j'étais passionné par l'aviation, donc j'avais fait quelques vols, tu vois, mais si tu étais avec moi, on te prend de zéro, tu n'as jamais touché un avion, un hélico, et on t'emmène Au max. au max, quoi. Voilà, Ok. exactement. Et tu dis que tu es passionné par l'aviation. Tu as choisi hélicoptère, tu aurais pu choisir les avions de combat. Enfin bref, tu avais d'autres J'aurais spécificités. pu choisir Mais- les avions si j'étais dans l'armée de l'air. Ouais, ok. Voilà. Et tu as tout de suite su, lorsque tu es rentré à Saint-Cyr et que tu as avancé, et justement, vous vous retrouvez tous ensemble, où vous ne faites pas encore de spécialité, tu sais déjà que c'est vers les. Ah oui, je savais déjà que sais c'est déjà. là que je voulais aller. Mais après, tu sais jamais si tu vas être bien classé, si les tests médicaux, tu vas les réussir, parce qu'il y a beaucoup de tests médicaux. Ouais. Les tests psychotechniques, est-ce que ça, je vais les réussir? Enfin, tu as plein d'inconnus, tu as plein de filtrages, de critères pour arriver jusqu'à la fin, pour dire, ça y est, je suis pilote, je suis opérationnel. Et puis, Et comment tu vis justement dans cette fameuse formation où tu deviens pilote passionné au démarrage mais débutant à vrai pilote de combat prêt à aller sur le terrain, quoi. ce qui est surprenant, c'est que c'est très progressif. Et si tu veux, tu te rends pas compte de ton évolution et ça se fait naturellement en fait. Pour te dire combien de temps j'ai mis pour être pilote opérationnel Tigre, je crois que j'ai mis 3 ans en plus, Ok. après Saint-Cyr. Ok. Donc on t'apprend le code de la route, enfin le code de l'aviation, quoi, sur Ouais. un petit hélico, et puis tu continues. Après les hélicos armés, plus lourds, avec plus de boutons, plus de fonctionnalités. Et naturellement, tu arrives à la fin, et finalement ça se passe bien. Et puis ça y est, t'es pilote opérationnel. Et en plus, vu que moi j'ai un cursus Saint-Cyr, donc grandes écoles, Ouais. j'ai été pilote, chef de bord, chef de patrouille. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la personne, parce que dans un Tigre, on est deux, Ok. un peu comme dans un avion de chasse, en tandem, devant, derrière. Le chef de bord, c'est celui qui commande la mission, qui commande l'équipage, qui commande les radios, l'armement, qui est vraiment le chef Ouais. de la machine. Et chef de patrouille, c'est la même chose, mais tu commandes plusieurs hélicos. en Ok. vol. Voilà. Et toi, tu as eu cette évolution rapidement, enfin, comment C'est ça se passe? automatique quand tu es à Saint-Cyr, tu dois être chef de patrouille. Ok. Mais tu dois faire d'abord pilote, quoi. Voilà. Ok. Mais Donc, tu oui, fais en toutes gros, les formations ton à la filée. cursus avance assez rapidement. Ouais. Et, ok. Exactement. Et donc là, C'est ça. tu deviens chef de patrouille. C'est ça. Donc ça y est, tu es un vrai pilote. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Et là, donc après autant d'années de formation, tu t'avances dans l'âge, tu te dis, j'aimerais bien faire un peu mon métier quand même, tu vois. Et j'arrive, c'était en 2017, je crois. 2017, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Ça y est, j'ai fini les écoles. L'école est au Luc, donc dans le Var. Et là, je suis muté dans ma vraie unité opérationnelle, qui était donc le premier régiment d'hélicoptères de combat, premier RHC, Ok. à Phalsbourg, c'est à Strasbourg. Ça t'a changé. Ouais, mais j'ai fait, moi, dans ma vie, j'ai déménagé, je crois que j'ai déménagé 12 fois, un truc comme ça. Ok. Ah ouais, j'ai l'habitude. Et là, ça y est, je vais en unité, et là, la vraie vie commence, quoi. La vraie vie commence, tu t'entraînes tous les jours pour des missions, tu es avec aussi des gens plus âgés qui ont plus d'expérience, ou moins âgés qui ont plus d'expérience, ça peut arriver aussi. Ok. Puis tu t'entraînes, tu fais des missions, des exercices. Et comment tu le vis, justement, ce moment-là où, parce que tu as fait quand même beaucoup d'écoles, beaucoup de théorie, même s'il y a de la pratique, parce qu'on ne va pas piloter un hélicoptère, je pense, en théorie. Comment tu vis justement le fait de d'être enfin actif et d'être vraiment justement en train de faire ton métier? Comment tu vis ce changement, parce que c'est une autre vie pour toi et en plus tu changes d'environnement? Bah là, t'es soulagé, quoi, parce que tu te dis, ça y est, je concrétise enfin tout ce que j'ai fait, et je sers à quelque chose, quoi, tu vois. Enfin, Ouais. tu te dis, ça y est, c'est mon métier, et je le fais,
Et j'ai des postes à responsabilité aussi. Je suis chef, tu vois. Donc à ce moment-là, j'étais lieutenant. Ok. Moi, j'étais pas capitaine encore. J'étais lieutenant, donc je commande des gens, je commande un équipage. Tu vois, il y a un vrai risque. Là, tu fais plus des vols avec un instructeur ou au pire, c'est pas toi, tu vois. Au pire, c'est l'instructeur qui prend, tu vois. Non, mais voilà, là, c'est vraiment toi le responsable. Ça y est, il y a le poids des responsabilités qui arrive. On te donne, en plus, tout le monde te donne des choses à faire. Enfin, voilà, c'est vraiment. Ça y est, on est parti. Donc, tu as une pression. Et en plus de ça, l'objectif, c'est qu'on t'amène en mission extérieure, en opération. On appelle ça des OPEX, des opérations extérieures. Ok. Donc, tu sais que ton but, c'est que tu vas partir en opération. Et donc, pour ça, il faut que tu sois prêt. Mentalement, physiquement, sur ton vol, enfin voilà, tout ce que tu fais, quoi. Tu dois être vraiment prêt, quoi. Et donc, tu as un minimum d'heures à effectuer. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Quand tu es pilote, même dans le civil ou dans l'armée, il y a énormément de qualifications, de jour, de nuit, avec les jumelles de vision nocturne, avec les armes que tu utilises, vol sans visibilité, enfin, tu as plein de choses à te mettre à jour et surtout à continuer. Et pour partir en opération, tu dois être à jour de l'ensemble de tes qualifications. Ok. Voilà. Et donc tu t'entraînes aussi pour ça, quoi. Et dans ta division, tu es préparé à faire quel type justement d'opération? À quoi tu es entraîné? Est-ce que c'est des opérations, vous avez des catégories? Est-ce que c'est des opérations proches? Est-ce que c'est n'importe où dans le monde? Bref, est-ce que vous êtes préparé à quoi vous êtes préparé? Alors il faut savoir que quand moi j'étais donc au premier HC, en France, le Tigre était déployé sur un seul théâtre d'opération qui était le Mali. Ok. Tu connais, j'imagine. Hein. Mhm. Et donc les équipages Tigre se formaient pour cette opération-là et ce type de mission et d'environnement surtout. Donc voilà, on savait où on allait, on savait quel type de mission on allait faire, donc on s'entraînait typiquement pour ce genre de mission, même si on n'oubliait pas la base et on est obligé aussi de s'entraîner sur tout, quoi. Ouais, mais c'était vraiment dédié à ça. Exactement. Et tu as été en opération? Ouais. Comment on vit J'ai été en opération plusieurs fois. Et la première fois, petite anecdote à te raconter peut-être, c'était du coup ma première opération. Ce qu'il faut savoir aussi, je te donne des petits tips, c'est que dans un Tigre, il y a un minimum d'heures de vol à avoir entre le pilote et le chef de bord. Ok. C'est-à-dire que vu que moi j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'heures de vol au début, j'étais forcément avec un pilote qui était beaucoup plus expérimenté. Ok. Voilà. Donc une personne qui avait beaucoup tourné en opération, qui savait où on allait, donc voilà, j'étais rassuré, quoi. Ouais. J'étais serein. Et donc ma première opération, si je dis pas de bêtises, j'ai fait 4 mois et j'ai passé Noël là-bas. Ok. Donc 4 mois c'est long, hein. J'imagine. 4 mois c'est long. Habituellement c'est plutôt 2 mois et demi. Ce qui est aussi très long, mais 4 mois, c'est vrai que ça fait. Mais bon, moi, je voulais partir, donc tu vois. Ouais, tu rentrais vraiment dans l'action. Ah ouais, moi, j'étais à fond. Hein. Ouais, c'est ce que tu voulais faire. C'est ce que je voulais faire et tout. J'étais très content. T'avais pas d'appréhension, parce que c'est le premier truc qu'on peut se penser. C'est, ok, militaire, super, top. Mais il y a ce côté risque, il y a ce côté, justement, potentiellement éloigné pendant un laps de temps de sa famille, de son entourage, bref. T'as pas d'appréhension, justement Je pense que durant toute ma scolarité, tout ce que j'ai fait, vu que j'ai beaucoup déménagé, j'ai pris l'habitude d'être éloigné de mes proches et d'avoir, tu vois, un certain recul sur ma vie et sur la proximité. C'est pas pour ça que tu aimes moins les gens, mais tu te protèges déjà d'avance. Donc de partir loin, ça allait. Après, tu es avec tes frères d'armes, tes camarades, donc tout le monde est dans le même panier, tu vois. Donc, tu partages la même peine aussi, je peux dire, hein, sur les relations. Et puis après, c'est difficile à expliquer parce que, tu sais, tu es formé, on te met dans un moule pour que tu t'ailles au bout de ton opération. Et le risque, alors je dis pas que tu n'y penses pas, mais tu y penses moins. Donc quand je pars, alors le truc c'est que vu que j'y suis jamais allé, je sais pas quel est le risque, tu vois. Okay. Donc je pars avec une certaine innocence, je pars avec des gens qui sont très expérimentés. Au Mali où il y a eu des accrochages mais il n'y a pas eu de gros accidents, enfin tu vois, où ça va, je suis serein, où je sais qu'il y a des belles missions. Ouais, c'est des choses que tu maîtrises et des choses sur lesquelles il y a un cadre et qui t'apporte. Exactement. Ouais. De toute façon, je pense que dans ce
vous êtes tellement entraîné, préparé C'est ça, ouais. que tout est déjà prêt d'avance. Tout est prêt. Ouais. Tout est prêt. Et comment on évolue justement? Tu as atteint ton but, entre guillemets, qui était de devenir pilote d'hélicoptère de combat. Tu l'atteins, finalement, ça y est, tu y es, Ouais. et tu rentres tu fais des opérations. De ce que je comprends, tu franchis les étapes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça justement, et comment on se projette dans ce métier-là? En fait, vu que donc, moi je suis issu de Saint-Cyr, je suis parti sur cette première opération. Alors j'avais la qualification chef de patrouille, mais vu que je n'avais jamais vraiment expérimenté le métier réel, je suis parti en chef de bord. Ok. Donc ça c'était ma première tâche, quoi. C'est ma première mission, c'est déjà gère ton hélico, c'est très bien. Tu vois. Voilà. Et si tu veux, en mission, j'avais pas vraiment le rôle de chef de patrouille, ou du moins j'étais avec des chefs de patrouille expérimentés qui me montraient aussi le chemin, Ok. la voie. Et ça, c'est très bien fait. Et après, sur les missions d'après, là, on m'a donné des responsabilités qui étaient vraiment les miennes, où là, du coup, j'ai passé des grades aussi, j'étais capitaine. Ouais. Et où là, j'étais chef de patrouille. Et puis après, au-dessus, du coup, tu commandes tous les hélicos d'attaque, du moins, du secteur. Ok. Et voilà, c'est comme ça que tu évolues. Après, tu commandes une unité Tigre, donc c'est là où tu as tous les hélicos, les mécaniciens, les secrétaires, enfin, tu as tous les pilotes. Voilà. Donc c'est ça l'évolution, et après, tu continues, quoi. Voilà. Mais toi, tu t'es arrêté à un moment donné, puisqu'on va parler d'immobilier dans pas très longtemps. Justement, qu'est-ce qui fait que ça s'arrête? Qu'est-ce qui fait que tu te vois plus, entre guillemets, dans ce fonctionnement-là, alors que tu as une voie un peu toute tracée? Finalement, tu as des échelons, tu les franchis les uns après les autres, et toi, ça s'arrête. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est là la question. Et alors en fait, tout allait bien entre guillemets. Effectivement, comme tu l'as dit, la voie elle est tracée. Je m'épanouis pleinement dans mon métier jusqu'au moment où, en 2019, si je dis pas de bêtises, il y a un accident au Mali entre deux hélicos. Je sais pas si peut-être que ça te parle, mais il y a eu un gros accident entre un hélicoptère Tigre et un hélicoptère de transport. Moi, j'étais sur l'opération, j'étais juste avant, donc la relève qui venait de partir. Okay. Et il y a un accident grave, du coup, entre un Tigre et un hélicotransport, et qui fait 13 morts. Okay. 13 Français, quoi. Voilà. Et donc 13 camarades. Et je devais repartir après. Voilà, parce que ça va très vite sur les relèves. Okay. Et en fait, cet événement, alors je suis assez à l'aise d'en parler, ça a marqué en fait le début de ma nouvelle vie, puisque j'ai pas pu repartir, parce que ça a vraiment été un choc émotionnel, comment dire, déjà incontrôlé, pas maîtrisé, pas prévu, brutal, mais qui a été assez limpide, parce que j'ai pris conscience à ce moment-là que j'avais tout donné, si je puis dire, au niveau institution. Et j'ai mis un petit peu de temps à m'en remettre, et pour te dire, je suis pas remonté sur un hélico, et j'ai décidé de virer à droite, quoi. Voilà. Et comment ça se passe justement dans ce fonctionnement-là où tu ne repars pas? Tu es accompagné avec l'armée, il y a des choses qui se mettent en place. Comment ça se passe justement cette... Tu es accompagné, puisque là effectivement c'est un événement qui arrive pas, heureusement d'ailleurs, qui arrive pas tout le temps. Mais ça, c'est des choses que tu contrôles pas. Tu sais, dans l'armée, tu vas au bout de tes limites, ou même si tu fais un peu de sport, tu sais, tu vas chercher tes limites physiques. Et en fait, la limite psychologique, tu la sais pas vraiment, en fait. Tu vois. Et même si oui, j'étais dans un Tigre et que je me sentais invincible, il m'est arrivé des choses dangereuses. Sauf que c'est cet événement qui a marqué le déclic et le début de l'arrêt de cette première vie. Alors, c'est ta prise de conscience sur ma prise plein de de sujets, quoi. Quoi. Mais ça, tu le maîtrises pas. Et c'est vrai qu'en parlant avec d'autres pilotes qui ont fait plus de choses, moins de choses, ça se maîtrise pas, en fait. Tu vois. Et en fait, au moment où tu arrives face au problème, si je puis dire, c'est qu'il faut peut-être changer, et peut-être penser à faire autre chose, et tu t'épanouis dans un autre domaine, et c'est ok, quoi. Et comment justement, parce que finalement tu as baigné depuis de nombreuses années dans ce côté, dans l'armée, avec cet objectif et ce but d'être pilote d'hélicoptère, tu arrives au bout du process. Comment
justement tu arrives à te remettre en selle, à te redire bah, allez, je repars dans un nouveau domaine. Certes, tu as ton diplôme d'ingénieur, mais à ce moment-là, il est quand même très tourné lié à l'armée. Ouais, c'est ça. Comment justement tu as une passion à ce moment-là, tu sais tout de suite vers quoi tu veux te tourner, ou bien au contraire, tu justement cherches à droite, à gauche, tu tentes des choses, tu regardes. Comment ça se passe ce process? Je pense que Saint-Cyr et tu vois, ma formation militaire que j'affectionne et que j'ai vraiment où j'ai vraiment mis du cœur, et je remercie d'ailleurs ce premier chemin, m'a donné des valeurs qui m'ont permis de rebondir facilement. Et c'est aussi ça les valeurs, tu vois, qu'on t'enseigne à Saint-Cyr, c'est la prise d'initiative, la remise en question, et en fait tu te reposes jamais sur tes lauriers et tu avances, tu vois, et tu fonces. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'ai réussi, c'est qu'étant donné que depuis mes 23 ans, je crois, j'ai commencé à investir en immobilier, à Saint-Cyr en fait, juste les dernières années. J'ai commencé à investir en immobilier, premier appart à Montpellier d'ailleurs. Et en fait, ça m'a donné le goût de l'investissement. Et en fait, année après année, quand j'étais militaire, j'ai continué à investir, projet après projet, voilà, du meublé, pas du meublé, des studios, enfin bref, j'ai fait un petit peu tout. J'ai pris le goût de l'immobilier à côté de mon métier. J'étais vraiment mordu d'immobilier. Et en fait, quand j'ai fait cette reconversion, comme tu dis, qu'est-ce qu'on fait quoi? Ouais, c'était naturel d'aller vers l'immobilier. Je me suis dit, voilà, je vais là où je suis à l'aise. Ouais. Donc, en plus, c'était la période Covid, hein, tu sais, là où tu sais pas trop ce que tu vas faire. Et là, je me dis, Covid, vas-y, je lance ma boîte, quoi. C'est le moment où tout le monde a réfléchi. C'est le moment où tout le monde a. C'est vrai. Je t'explique que dans tous les podcasts que je fais avec des gens qui ont entrepris, il s'est passé quelque chose au au moment du Covid. Au Covid. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Mais, et pour l'immobilier, parce que tu parles du premier investissement, tu étais déjà t'étais à Saint-Cyr à l'époque. C'est ça. Tu es accompagné, tu sais ce que c'est que d'investir, tu te débrouilles seul comme un grand garçon. 2014 même, 2014 ou 2015, il n'y a rien qui existe en immobilier. Je ne sais pas si tu te souviens. C'est quand j'ai démarré dans l'immobilier. Voilà, tu vois. 2014. C'est très inconnu, quoi. Tu es là, tu tâtonnes et tout, tu sais pas trop. J'investis n'importe comment, je fais pas d'études de marché, j'achète au prix, je fais un dossier bancaire. Enfin, je fais même pas de dossier bancaire de toute façon. Je connaissais un peu la fiscalité, j'aimais bien ça, gestion locative et tout. Et en fait, c'est le terrain qui me donne les compétences. On sait que c'est vrai que le terrain, ça enseigne beaucoup, peut-être parfois plus. Je dis pas que c'est mieux ou pas, mais il faut les deux. Si, moi je me positionne sur le terrain, clairement. Voilà. C'est ce qui va t'apprendre. Et c'est le terrain qui m'apprend, et c'est les discussions avec des experts comptables. Et puis plus tard, je passe aussi les certifications conseiller en investissement financier, IAS, IOBSP. Donc je perfectionne aussi mon savoir théorique. Et je continue à investir, et j'investis dans d'autres domaines. Et en fait, tu vois, j'arrive à avoir une vision très claire de ce que je fais. Et je me dis, mais attends, je parle avec des amis, tout ça, dans l'armée, qui veulent aussi investir, mais c'est compliqué, on comprend pas trop la fiscalité. Moi tu connais. Et là, je me dis, en fait, j'adorais la pédagogie en plus, tu vois. Donc, je me dis, vas-y, go, quoi. La formation, c'est venu naturellement. C'est tout de suite, tu t'es dit, Ouais. La formation, je me suis dit, vas-y, c'est parti. Ça a été très clair et très rapide. Je me suis dit, tu montes ton compte Instagram, tu crées des vidéos et tu vends tes packs de formation et tu fais de l'accompagnement, parce qu'avec des vidéos, ça marche pas. Enfin, même aujourd'hui, chez Evermind, on n'est pas partisan juste, tu vois, de donner des vidéos aux gens et c'est tout. C'est pas ça qui fait réussir, en fait. C'est l'accompagnement individuel en fonction de ta situation, de tes objectifs. Tu as une base théorique, mais moi, je t'accompagne demain parce que tu es marié, tu n'es pas marié, c'est quoi tes objectifs, tu as quel âge, tu vois. Et ça, tu transformes Ouais, je partage complètement. Aujourd'hui, pour être dans l'immobilier, moi, je suis plutôt côté transaction, mandataire, etc. Mais il est vrai que ce qui ressort le plus souvent, c'est que tout le monde est formé, quasiment. C'est ça. Mais la réalité, c'est que tout le monde est formé, mais n'est pas accompagné, et que tout va se jouer sur l'accompagnement et non pas forcément sur la formation. Exactement. Et je pense que c'est trop délaissé dans plein de domaines, et donc pour le coup, c'est bien de le rappeler. Toi, tu te lances donc dans la formation dans l'immobilier parce que c'est naturel et que tu as fait ça avant. Comment justement tu te lances? Ça fonctionne tout de suite. Tes premières formations, comment tu le vis et comment où tu vends ta première formation, tu appuies sur le bouton. J'en sais rien. Comment justement, quel est ton ressenti à ce moment-là et comment ça avance?
Tu sais, c'est assez particulier parce que l'année 2020, ça a été vraiment l'année du bouleversement, mais comme tu l'as dit, pour beaucoup de gens, je pense. Et ça a été le Covid. Pour moi, ça a été un changement de vie, un changement de lieu géographique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je lance ma boîte et je dois m'afficher sur les réseaux. Alors que dans l'armée, on a, tu vois, ce devoir de réserve et de... Ouais. Voilà, attention. Et là, je me dis, mais de toute façon, voilà, j'arrive dans le monde civil, les règles sont plus les mêmes, tu as des qualités et des compétences que tu as créées dans l'armée, utilise-les. Et donc, bah, je me lance sur Instagram, quoi, clairement. C'est Instagram qui a fait mes premières ventes, hein, clairement. Hein. Ok. Ah ouais, sur les réseaux, je savais qu'il fallait que je sois sur les réseaux, que je montre ce que je fais, et que bah, qu'ensuite j'accompagne les gens. Et je crois que j'ai dû lancer. Je crois que j'ai créé la boîte au greffe en septembre et j'ai vendu en novembre, un truc comme ça. Donc ça a été assez rapide. J'ai tout tourné et j'ai fait mes premières ventes en novembre et puis après ça a continué. Et puis bah voilà, de fil en aiguille. Et comment Ça justement on fonctionne. passe de ce lancement où bah, là tu es seul dans ta barque, tu fais tes formations, tu te débrouilles avec, tu les promeus, Je crois. merci, tu les promeus toi-même. Et comment se passe justement cette rencontre avec Emeline où de vos deux compétences et de vos deux parcours liés à l'investissement, comment vous vous retrouvez, à quel endroit? Elle en a parlé un petit peu, mais c'est bien d'avoir ton avis aussi pour voir si c'est Après, vraiment la même rencontre. J'aurais dû regarder le podcast pour me dire, mince, qu'est-ce qu'elle a dit déjà. Non, et en fait, donc je raconte un petit peu ma vie d'investissement sur les réseaux. Je parle pas de l'armée, hein, vraiment très discret sur ça. Et puis, bah voilà, au fur et à mesure, bah, tu sais, tu as des suggestions d'amis, de contacts et tout ça. Et puis, je vois Ridimo à ce moment-là, qui aujourd'hui est Emeline Siron, ça je peux me permettre. Ça y est, il y a prénom, nom Le maintenant. changement, maintenant, c'est bon, c'est Emeline Siron. Et donc, on s'ajoute sur Instagram, on commence à discuter de nos projets d'investissement, on commence à parler d'immobilier en DM. Et puis, à un moment donné, on s'appelle, elle organise des événements, tu vois, où elle rassemble des investisseurs, et puis ça fonctionne, et c'est cool, c'est gratuit. Et puis, à un moment donné, je crois que c'était à Perpignan, je vais la voir sur cet événement-là, on se voit pour la première fois, c'est très cool. Ça se passe très bien. Je repars, on continue un petit peu, quelques mois passent, et là, elle refait un autre événement à Paris, cette fois-ci, je crois que c'était en mars. Et donc là, j'y vais. Et là, elle veut lancer aussi donc, sa formation, parce qu'elle quitte son job, et ça y est, elle veut vivre de ses investissements, tu vois, aussi. Okay. Et elle veut lancer aussi, pareil, beaucoup de demandes de son côté, et elle veut lancer sa formation, son accompagnement. Sauf que moi, j'avais presque 1 an et demi de boîte et de boîte de formation digitale. Donc, j'avais tout été rodé, moi, au niveau process, au niveau formation, au niveau vidéo, au niveau, certification. Enfin, j'avais tout ce qu'il faut. Okay. Et j'étais même en train de créer une formation marchand de biens à ce moment-là, donc j'en avais 2. Et puis, je vais chez elle et je lui dis, mais t'inquiète, moi, je vais t'aider, on va faire le tournage et tout. Sauf que je savais très bien que, enfin voilà, tu connais, hein, faire 35 heures de formation, mais ça prend des mois. Enfin, je veux dire, comment je mets on se rend pas compte. Ouais, sur quel outil, mon CRM après. Enfin, c'est une organisation de dingue. Et moi, j'arrive, j'avais toute la structure. Et en gros, je vais chez elle et je la close, quoi. Tu savais déjà. Voilà, je savais déjà. Je lui ai présenté le projet. Je lui ai dit, écoute, moi, je crois en toi. Je crois en nous. Moi, j'ai telle compétence que je peux t'apporter sur le bac. Toi, je pressens que tu as un front, tu vois, une communication qui va fonctionner. Go, quoi. Vas-y, on s'associe et puis ça va aller plus vite pour toi. Et puis on vend et comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Et donc elle a accepté. Et ça, c'était fin mars. Et on vendait sa formation. On avait déjà tout fait en mai. Voilà, même pas 2 mois, on avait tout plié et tout était opérationnel, quoi. Et vous arrivez très vite à justement trouver votre place l'un et l'autre, parce qu'on sait que c'est ce qui peut être compliqué dans une association. Si on se retrouve sur les mêmes sujets, les mêmes thématiques, forcément ça peut coincer à un endroit. Vous avez tout de suite mis en place vos rôles
comment justement se crée cette association qui est finalement faite au fur et à mesure, mais un peu par opportunité. Comment ça se passe et si tout est OK dès le début? Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui sont associés à 2 ou peut-être à plus et qui se disent oh là là, jamais de ma vie j'aurais dû m'associer. Bah, ouais. Je sais que j'ai beaucoup de retours sur ça. Je sais que l'association c'est très compliqué et s'il y a des gens qui nous écoutent, je pense qu'il faut prendre le temps de connaître la personne et vraiment de pas se précipiter. Peut-être ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs, mais bon, nous ça a marché. Donc Ça fonctionne, donc ça nous, va. ça fonctionne et Ça va. passe. Tu vois. Et je pense qu'en fait, dans une association, il ne faut pas chercher 2 profils identiques. Je pense que si j'avais le même caractère qu'Emeu ou si elle avait le même profil que moi, ça ne marcherait pas. Il faut chercher des compétences, mais vraiment, limite, alors pas opposées, mais différentes. Tu vois, moi par exemple, en plus, moi j'ai commandé beaucoup de gens quand j'étais militaire, donc j'ai un caractère de chef de base, et elle, tu l'as vu au podcast aussi, elle a un caractère solide. Et en fait, là, l'objectif, c'est de se dire, ok, toi, qu'est-ce que tu mets en avant? Moi, qu'est-ce que je mets en avant? Moi, de façon naturelle, c'était toute la partie opérationnelle. Moi, je touche à tout, tout et n'importe quoi, je fais tout, tu vois, voilà. J'adore tout faire, Ouais. sur le bac, les outils, les automatisations, un peu de code, du site, du design. Et contrairement à elle, où elle était, son message et sa posture commençaient à être un peu fortes. Et donc là, l'idée, c'est d'être assez clairvoyant et de se dire, attends, c'est pas un concours de... Voilà. Toi, qu'est-ce que tu mets en avant? Moi, qu'est-ce que je mets en avant? Donc moi, je m'occupe de tout l'aspect opérationnel, mise en place. Et toi, tu t'occupes de tout le front, hein, donc l'aspect communication, marketing, publicité, les réseaux sociaux. Et en fait, naturellement, vu que de base, on s'est associé dans cet état d'esprit-là, de base, ça a fonctionné. Et en fait, ça fonctionne toujours aujourd'hui comme ça. Aujourd'hui, on a plusieurs collaborateurs. Et les collaborateurs qui sont plus sur l'aspect commercial, tu vois, du bac, c'est plus moi. Et tout ce qui est communication, marketing, design, c'est Emeu. Voilà. Et t'as jamais eu, pour le coup, parce que c'est toi qui as le rôle un peu effacé, on ne te voit pas. Pour le coup, moi, je ne savais pas que tu étais là. J'en ai entendu parler grâce au podcast et Emeline parle de toi. Mais c'est vrai qu'on voit que Emeline et que, en gros, la marque, on voit Emeline. T'as jamais eu cette frustration d'être un peu effacé avec un rôle clé malgré tout, mais que finalement les gens ne te voient pas en fait, ne savent pas que tu existes, voire ne savent pas que tu es associé dans la boîte, quoi. C'est une bonne question. Hein. C'est une bonne question. Et alors je reviens sur ce que tu disais avant parce que quand on s'est associés, il y a eu une deuxième problématique, c'est qu'en fait on avait tous les deux un compte Instagram avec une communauté équivalente, à peu près. Et du coup on avait 2 réseaux. Sauf que là la question c'était, attends, on va pas faire 2 comptes, déjà on n'est que 2. Je lui ai dit, écoute, on s'est dit et on a décidé ça, où en gros on allait pousser son compte Instagram. Le mien, je laisse de côté parce que de toute façon, t'as pas le temps à 2. Hein. Déjà qu'un compte, c'est sportif. C'est déjà compliqué. C'est ça. Alors 2, c'était pas possible. Donc en fait, si on mettait un effort de 2 chez moi pour avoir un résultat de 4, chez elle, on mettait un effort de 2 et on avait 10. Donc en fait, naturellement, 80-20, ok, on met tout sur toi, surtout au début, là où il faut lancer la machine. On met tous les efforts sur toi. Mon compte, moi, je le mets de côté, ça me va très bien aussi. Je reprends un petit peu de discrétion. Je fais l'opérationnel et ça prend du temps. Et on pousse toi à fond. Et c'est ce qui a marché parce que son compte a clairement explosé, quoi. Ouais. Et en fait, mon compte s'est transformé en compte entreprise Evermind, en fait. Ok. Voilà, en fait, le compte Evermind, c'est mon compte. C'était ton compte à l'origine. Voilà. Mais c'est vrai, la question, je suis un peu l'homme de l'ombre. C'est peut-être aussi un petit peu mon caractère et le fait que toute ma première carrière professionnelle, où j'ai un métier où je dois être discret, où sur les opérations que je fais, les missions, c'est des opérations où tu les dis pas, tu ne dis rien. La personne, tu la croises dans la rue, tu sais même pas qui c'est. Non, mais tu vois. Ouais, bien sûr. Donc j'avais déjà, j'étais déjà préparé à ça dans ma première vie et dans cette deuxième vie. Où en fait pour moi c'était naturel et limite confortable aussi
de reprendre cette posture en gros où en marketing on me voyait un petit peu moins. Mais c'est vrai que, tu vois, maintenant je me sens un peu plus à l'aise. C'est pour ça que tu es là. Voilà, et puis je me dis, j'ai peut-être aussi quelque chose à raconter, tu vois, donc... Oui, surtout que tu as un parcours qui est loin d'être linéaire, avec quand même, tout le monde n'est pas devenu pilote d'hélicoptère de combat. Quand même, ça reste même des rêves d'enfant pour des petits garçons. Donc voilà, et en plus de ça, moi, ce que je crois beaucoup à ça, et c'est d'ailleurs pour ça que le podcast existe, Objectif Reconversion, c'est surtout à l'origine lié à l'immobilier. C'est que moi, je reste persuadé que l'immobilier est le secteur numéro 1 pour se reconvertir. Il est facile d'accès dans plein de domaines différents, tous rattachés à l'immobilier. Donc oui, c'est bien d'entendre aussi ton expérience, entendre aussi que finalement, le côté militaire t'apporte aujourd'hui beaucoup de choses dans ton quotidien, puisque tu es dans la structuration, tu es dans le back-office, donc forcément, tu es le truc où il faut que ce soit cadré, organisé. C'est finalement ce que tu as appris pendant toute ta formation, au-delà du côté technique de la chose. Donc oui, je trouve que c'est intéressant d'entendre aussi les voix un peu de l'ombre, mais qui sont tout aussi importantes, voire des fois un peu plus importantes, parce que c'est ce qui permet à la structure de rester structurée, justement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir aujourd'hui. Puis après, tu sais, tu as toujours la question, l'aspect structure, c'est important, il faut une personne. Est-ce que je prends du temps pour me mettre en avant, mais si je délaisse la structure, est-ce que je ne vais pas aussi impacter négativement, enfin ça c'est les questions des entrepreneurs, hein. Ouais, bien sûr. Est-ce que je ne vais pas impacter négativement ma boîte et au plus ta boîte grandit, au plus il y a des choses à faire et à structurer pour pas que ça merde. Donc voilà, mais il y a plein de sujets comme ça où tous les jours, tu te poses des questions, tu te remets en question, et c'est ça aussi, moi, que j'adore dans l'entrepreneuriat. Au-delà du fait que j'ai repris, tu vois, la maîtrise de mon temps, ça aussi, ça a été très, très important, c'est de tous les jours se remettre en question. Tous les jours, tu as un nouveau défi, tous les jours, tu as un nouveau problème. Défi égale problème. Tu as un nouveau problème, tu dois le résoudre, comment je fais, qu'est-ce que j'ai en ressources, qu'est-ce que j'ai pas, est-ce que je vais avoir la meilleure solution, qui est-ce que je vais solliciter. Et ça, je trouve que c'est hyper exaltant, quoi. Et là, vous partagez donc votre temps, entre guillemets, sur des tâches différentes. Vous êtes également à 2 lieux géographiques différents, si je ne me trompe pas. Facile à gérer, à cohabiter, même avec les équipes? Franchement, ultra facile, ouais. Okay. Ouais. Ultra facile. Et ce qui est ultra confortable et que j'adore dans nos valeurs et tout ce qu'on se transmet dans Evermind, c'est qu'on a une liberté géographique qu'on transmet aussi à nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, je sais plus le chiffre exact, mais une dizaine à peu près, entre les alternants, les CDD, les CDI, les freelance. Et en fait, on ne regarde même pas le lieu géographique des gens parce qu'on prône en fait cette liberté géographique de travailler où tu veux, quand tu veux, entre guillemets. Et en fait, ta tâche, c'est ça. Tu l'as fait quand tu veux, entre guillemets. Ton échéance, elle est là. Tu l'as fait, quoi. Voilà. Donc, et ça, c'est top. On a des gens qui sont de Strasbourg. On a des gens qui sont de Paris, moi d'Aix-en-Provence. Enfin, on a dans toute la France. On a même un marketeur qui voyage. Enfin, je veux dire, c'est... Et ça a pas de prix, quoi. Ça a pas de prix parce que je pense que la génération qui arrive derrière nous, les gens, ils veulent du full remote, hein. Je pense. Alors, pas tous, mais ils veulent être tranquilles chez eux. Ils n'ont pas l'essence à payer. Et ça aussi, c'est un avantage entrepreneurial. C'est que quand tu viens chez nous, t'as pas ta voiture, t'as pas d'essence, tu peux te lever plus tard. Enfin, t'es peut-être plus efficace. C'est pas pour ça qu'on se réunit pas, parce que régulièrement, on rassemble la team. La semaine prochaine, tiens, d'ailleurs. On rassemble toute la team. On a loué une maison à Paris et là, c'est semaine Evermind. Okay. Et là, on recrée des liens, des vrais liens. Tu vois, on fait des activités, c'est génial. Mais c'est ce qu'on veut, nous aussi, chez nos collaborateurs. C'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, tu vois. C'est qu'on cherche des gens qui vont entreprendre dans le business. Voilà, alors tu peux pas trouver ça chez tout le monde, hein. Non, Compliqué, c'est très compliqué. Et puis c'est compliqué aussi à gérer potentiellement dans la durée. Mais comme c'est compliqué d'avoir des salariés dans la durée, bref, de toute façon, dès qu'on commence à faire de la gestion humaine dans une société, c'est compliqué. On le sait tous et on passe tous par là, quoi qu'il arrive. Maintenant, oui, le plus important et le plus dur, c'est justement de garder ces valeurs-là de la société et que chaque personne qui parle, voilà, en l'occurrence d'Evermind,
ait le même discours, même ADN, C'est ça. quel que soit où il est. Comment vous voyez les choses maintenant tous les deux dans votre association? Donc Evermind a grandi, vous accompagnez, formez de nombreuses personnes. Où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous avez des envies de grandir, des envies d'aller sur peut-être des nouveaux sujets sur lesquels justement, vu que tu as déjà fait une reconversion, allez, pourquoi on va pas se lancer sur un nouveau... Une deuxième. sur autre chose, en tout cas, d'avoir justement... Comme tu as déjà franchi le pas, je sais pas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Lorsque tu franchis le pas, tu te dis, maintenant, je suis capable de quasiment, ça peut revenir demain, je serai capable de le faire. Ça enlève une sorte de barrière où tu te dis, l'as tout déjà est fait, possible. ouais. On l'a déjà fait. Ouais. Vous, comment vous voyez les choses dans l'évolution justement d'Evermind et dans la suite, le développement, où est-ce que vous voulez aller? Déjà, notre objectif, c'est... le premier objectif, c'est de devenir le premier organisme de formation en immobilier 100% digital en nombre d'élèves déjà. Okay. Donc ça, c'est notre target. On prend des mots aussi, tu vois, de l'armée. Notre cible, notre objectif, c'est ça. Évidemment, avec ça, il faut recruter aussi des gens. Il faut développer la communication. Il faut être de plus en plus visible. Il faut comprendre ce que veut aussi la demande. Parce que, au fond de nous, le vrai leitmotiv, c'est de participer à la réussite financière des gens. À se dire, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de cours de gestion financière au lycée, à part plus tard, mais et c'est un des gros problèmes des gens, c'est la gestion financière, et on englobe le patrimoine, les investissements, peut-être les régimes matrimoniaux, enfin il y a tout ça qui rentre dedans. Et nous on se dit, mais c'est notre passion, on adore, on le fait pour nous, donc autant aider les autres pour que ce soit plus efficace pour eux et qu'ils améliorent leur vie, quoi. Ça c'est vraiment, tu vois, le leitmotiv, c'est on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, quoi, tu vois, voilà, ça c'est vraiment ultra important. Donc, c'est d'aider de plus en plus de gens à l'investissement immobilier. Là, aujourd'hui, on a des grosses formations avec de l'accompagnement. Demain, on aimerait aussi créer, tu vois, des petits modules spécifiques de spécialité. Ça nous permettrait aussi d'avoir d'autres produits à proposer, de faire plus d'accompagnement. Et on a aussi nos verticales de cœur, quoi. Nos verticales de cœur, c'est ce qui n'est pas dans la formation. C'est tout ce qui est marchand de biens, private equity. Donc ça, c'est aussi des domaines qu'on affectionne parce que de base, on s'est connus et on a pris contact avec ça aussi, tu vois, c'est-à-dire l'investissement dans les entreprises, aider au développement des boîtes. Okay. Et donc ça nous passionne aussi. Donc voilà, on va se tourner vers ça. Et l'objectif, de créer l'écosystème qu'on a envie pour nous, quoi, tu vois. Donc de l'investissement immobilier, du marchand de biens, du private equity, aider les gens à faire la même chose, créer une communauté autour de ça et puis amener tout le monde avec nous, quoi. Bon, en tout cas, c'est des beaux projets, plein de choses à développer, mais c'est l'avantage aussi de l'immobilier, c'est que ça ouvre tellement de portes et de possibilités que ça peut être sans fin et sans limite. On arrive vers la fin du podcast. J'aime bien on regarde un peu en arrière, justement, et te ramener quelques années où justement tu voulais être pilote d'hélicoptère, tu avais ce rêve-là. Quel regard tu portes aujourd'hui, justement, sur... t'as pas 112 ans, mais sur cette première étape de vie, finalement, quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que tu te rends compte de tout ce que justement tu as fait, toutes ces étapes et ce changement de vie dans lequel tu n'étais pas prédestiné? Quel regard toi tu portes par rapport à ça? Et comme tu dis, c'est vrai qu'à 32, 33 ans, t'es jeune, t'as rien vécu, tu dis j'ai rien vécu, et en même temps, c'est vrai que quand tu regardes derrière, je me dis c'est vrai que j'ai fait quand même beaucoup de choses. Moi, je suis hyper fier d'avoir déjà réalisé mon rêve, parce que c'était de devenir pilote de combat. Je l'ai réalisé, et je suis hyper fier aussi du courage de m'être lancé dans l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui peut faire peur, qu'on fuit généralement quand on veut changer de métier, ou voilà, on se dit oui, mais de toute façon, j'ai lancé ma boîte, mais ça n'a pas marché, mais parce que c'était l'entrepreneuriat, donc bon, je reviens dans le salariat du coup. Mais moi, je pense que tu vois déjà là, ce que j'ai dit, c'est en gros de réaliser ses rêves, quels qu'ils soient. Après, la vie t'amènera
là où elle décidera. Tu sais pas vraiment où tu vas finir, tu sais pas ce que tu vas faire, mais kiffe, prends les opportunités, va au bout. Et je trouve que ça serait dommage de pas tester, tu vois, parce qu'en fait, autant si tu testes, tu vas réussir. Et en fait, moi j'ai testé, j'ai créé et j'ai réussi. Et voilà. C'est un beau mot de la fin parce que généralement je demande les conseils et tu viens de me balancer tous les conseils. Ils sont là. Merci, c'était cadeau et sans les demander en plus. Merci. Merci à toi Thomas. Julien. On va continuer de te suivre même si tu es dans l'ombre. Super. On va continuer de mettre un peu de lumière quand même parce que c'est important et que votre association fonctionne très bien comme ça. C'est ça. Donc on va suivre les aventures d'Evermind, voir où est-ce que ça va et puis je te dis à très vite. Merci Julien. Merci. À bientôt. C'est la fin de cet épisode d'Objectif Reconversion. J'espère que cet échange avec Thomas Rigaud aura nourri tes réflexions et donné l'envie de te lancer dans l'immobilier. Pour ne pas manquer le prochain épisode, abonne-toi à mon podcast sur tes plateformes préférées. N'hésite pas à liker, commenter et partager sur tes réseaux. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Super, vraiment merci Julien, superbe accueil, de très beaux locaux, j'adore la déco, on est à l'aise, c'était trop bien et franchement au prochain quoi.